Mesdames et messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver. Merci de nous rester fidèles. Après un long moment d'absence, l'autre journal reprend son droit de citer sur la chaîne YouTube du journal Alternative. À la une de ce nouveau numéro, nous ferons le tour de l'actualité essentiellement marquée par la maladie à Covid-19 et l'ascension redoutable des bavures policières qui occasionnent des décès depuis un certain temps au Togo, surtout à Lomé, la capitale. L'actualité, c'est aussi la situation post-électorale. Pour en parler, Ferdinand Haïté, directeur de publication du journal Alternative, Joël Ega, directeur de publication du journal La Fraternité. Bonjour, chers invités. Bonjour Claver, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Oui. Bonjour mon frère, bonjour fidèles de ce rendez-vous. Ferdinand, après plusieurs moments d'absence, nous voilà dans l'autre journal. Oui, merci Claver. Nous avons repris du service aujourd'hui, le 25 mars. 25 mai, je crois. Oui, 25 mai. 2020, après 2 mois de sanctions de la HAC sur plainte de l'ambassadeur de France. Donc, lorsque cette sanction est tombée, nous avons décidé d'arrêter tout. Donc, nos auditeurs, nos amis qui nous suivent sur YouTube ont été sevrés d'analyse, d'émissions et tout. Mais bon, c'était que pour une courte durée. Nous voilà de retour et nous espérons aborder tous les sujets d'actualité, éclaircir l'opinion, donner notre point de vue sur ce qui se passe. Et je tiens au début de cette émission à remercier tous ceux qui nous ont apporté leur soutien indéfectible lors de cette épreuve de sanctions. Nous sommes habitués, c'est notre métier, lorsque vous êtes journaliste, il arrive parfois d'avoir des situations de ce genre, mais ceux qui nous ont manifesté leur sympathie, qui étaient à nos côtés, qui nous ont soutenus moralement, qui nous ont envoyé des messages pour nous encourager, nous avons compris que nous valons aussi quelque chose dans ce pays. Il a fallu cette sanction pour qu'on sache que les gens nous portent dans leur cœur. Et je pense que ça doit être la même pour Joël, il prendra la parole tout à l'heure. Et donc, nous remercions tous ces gens-là. Et nous allons continuer dans la même lancée. L'essentiel pour nous, c'est d'informer objectivement l'opinion de ce qui se passe dans le pays. Merci à tous et à chacun. Oui, merci Ferdinand. Joël, vous n'avez pas échappé à la colère de la HAC? Oui, je n'ai pas échappé à la colère parce que je suis venu défendre l'injustice. Je suis venu dénoncer. On a juste eu à qualifier de zèle ceux dont nos 2 confrères ont été victimes une semaine plus tôt. Et parce que si vous êtes dans l'âme du journaliste, si vous avez vraiment l'âme du journaliste, vous ne pouvez pas vous taire devant cette décision que la HAC a prise le 23 mars 2020 dernier, en ce sens que c'est sur plainte d'un ambassadeur. Et si l'ambassadeur se sent frustré, il y a des dispositions du nouveau code qui lui donnent la largesse d'utiliser ces mécanismes ou alors carrément d'exercer le droit de réponse. Il a refusé de l'exercer. Et là encore, on s'est rendu compte que ce qui nous a le plus indigné, c'est quand tu prends la plainte de l'ambassadeur a quand même eu le courage de bien lire la loi organique de la HAC en le disant, vous avez, votre loi vous donne la possibilité de les avertir et en cas de récidive, vous les suspendez, vous prenez les décisions qui s'imposent. Et quand vous voyez dans le dossier, par exemple, le confrère Alternative, il n'a jamais été averti et donc la HAC a fait fi de l'article 58 pour aller directement appliquer l'article 65. Et bien ça, ce n'est que ce que nous avons dénoncé. Nous trouvons que c'est du zèle. Un peu comme on nous qualifie abusivement. Enfin, ceux-là qui servent plus le blanc avec zèle, on les qualifie de nègres de salon. Mais nous disons que c'est une décision unique qui ne fait pas honneur à l'institution qui est à nous tous. Pour nous, comme nous l'avons dit devant la HAC, c'est-à-dire que nous sommes dans une maison et nous sommes en Afrique. Et quand un enfant, on vient te signaler ton enfant, la première des choses, c'est de lui dire, si jamais tu répètes encore, je vais te punir. Ça, c'est le béaba dans notre culture. Et elle est transversale. Parmi les 40 ethnies en Afrique, même au-delà, 40 ethnies au Togo, au-delà même du Togo, elle est transversale.
Mais c'est ce que nous avons dit à la HAC, que vous n'avez même pas utilisé ça, cette posture de père de famille, et vous le livrez carrément à votre enfant. Vous savez que vous le guillotinez sur la place publique pour faire plaisir à celui-là qui semble même maîtriser mieux même votre texte que vous. Mais notre péché, ça a été de faire la reproche. Et on nous dit, toi aussi tu prends la même sanction. Bon, je crois que, comme on le dit, celui qui va au marigot, c'est lui qui casse les canaris. Et bon, on nous a fait casser le canari de la plus vilaine manière. Ben bon, est-il que on est là et dans une semaine après, soit normalement le 2 juin prochain, on va reprendre pour paraître le 3 juin. Et nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont soutenus de diverses manières. Mais cette épreuve également nous a permis de voir que même au sein de notre corporation, les gens n'aiment pas, les gens ne vous supportent pas parce que vous avez choisi d'être simplement journaliste, d'être journaliste de la tête jusqu'aux pieds. Au sein de la corporation. Au sein de la corporation. Et même du côté des opposants, c'est là où vous allez vous rendre compte que notre classe, la classe de l'opposition est pourrie. La classe de l'opposition est pourrie des gens qui, je me demande même si on parle de mots valeur, s'ils savent ce que c'est que la valeur, on a l'impression que c'est des aventuriers, mais bon, c'est pas encore le sujet. Oui, Joël, on va revenir sur cette relation entre la presse et certains partis politiques de l'opposition, mais c'est dans la dernière partie que nous allons aborder ce sujet-là. Mais Ferdinand, on ne va pas rentrer dans le vif de ce sujet, mais il y a une question qui vraiment me gangrène un peu. Est-ce qu'il est du ressort d'un ambassadeur, d'un diplomate, d'envoyer un droit de réponse? Oui, mais le diplomate doit se plier à la loi. Il n'est pas au-dessus de la loi du pays où il est diplomate, où il représente son gouvernement. Et la loi organique de notre pays est claire. Et c'est ce qui a d'ailleurs été au cœur des débats à la HAC, c'est-à-dire que l'ambassadeur, il envoie une plainte, lui-même il propose les solutions à la HAC dans la plainte, et la HAC cherche à imposer cette solution aux journalistes en disant c'est ça, c'est à prendre ou à laisser. Et nous avons dit non, puisque l'ambassadeur dit je ne veux pas saisir les instances judiciaires, je ne veux pas envoyer de droit de réponse, mais je souhaite que on puisse prendre des dispositions pour que les journalistes ne récidivent plus. Mais qui il est pour dire lui n'envoie pas de droit de réponse? Si ce que vous avez dit, si ce que vous reprochez aux journalistes est vrai, vous envoyez un droit de réponse pour démonter l'article du journaliste. Maintenant, sans avoir eu deux éléments nouveaux, la HAC vous dit faites vous-même un autre article pour dire que ce que vous avez écrit est faux. Alors que l'ambassadeur n'apporte pas d'éléments contraires à ce qui a été dit dans l'article. C'est là où nous avons dit mais non, on ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'ils veulent nous faire utiliser la méthode japonaise, c'est-à-dire nous faire harakiri. On a dit mais non, ça ne marche pas comme ça. Alors ils ont dit oui, si on refuse de faire un rectificatif ou de faire un démenti nous-mêmes, sur la base de rien, donc on vous donne 2 mois de sanction. Voilà. Donc je pense que on ne va pas trop nous attarder là-dessus. C'est une étape, on en a connu d'autres. L'essentiel, c'est que il en faut beaucoup plus pour nous amener nous en terre, parce que c'est notre rôle, qu'on soit ambassadeur d'un pays ici, qu'on soit, je ne sais pas, ministre ou je ne sais pas quoi, nous sommes là pour informer les Togolais, nous sommes là pour apporter de l'information. Si nous avons des éléments, nous avons des faits, des éléments matériels qui nous renseignent que tel pays qui coopère avec notre pays est en train de faire ci ou en train de faire cela dans notre pays, on le dénoncera. Et donc, nous, on n'a pas le complexe des ambassadeurs ou des diplomates que les gens ont dans le pays. Vous savez, cette histoire du vieux nègre de la médaille, dès qu'il y a quelque chose dans une ambassade, les gens, ils courent dans tous les sens, ils y vont parce qu'ils pensent que, bon, en voyant le blanc, ils ont vu leur Dieu. Nous, on n'en a rien à foutre. Nous travaillons pour notre pays, nous dénonçons ce qui ne va pas dans notre pays, et si des ambassadeurs sont dans des affaires louches ici, nous allons les dénoncer. Donc, ok, merci, voilà. Merci Ferdinand, mais ce qui est plus ridicule, c'est qu'à l'audience, la HAC a réitéré qu'il n'est pas du ressort d'un diplomate d'envoyer un droit de réponse. C'était dit à l'audience. Oui, mais excuse-moi, tu sais, j'avais tantôt soulevé que malheureusement le code dispose des voies de recours au-delà du droit de réponse
a des dispositions concernant les représentations consulaires, etc. au Togo. Mais quand la HAC le dit, je me dis, est-ce qu'on veut faire fi des textes et faire ce qu'on veut, ou il y a une volonté manifeste, bon, même quand il s'agit de faire fi des textes pour faire ce qu'on veut, ça veut dire qu'il y a une volonté manifeste de nuire. Parce que le paradoxe, c'est que quand nous avions dit que c'est pas normal qu'on sanctionne de façon abusive, aussi arbitraire, nos deux confrères, parce qu'ils se constituent pour nous des partenaires avec qui ensemble nous entretenons le débat critique, hein, au sein de l'opinion. Et donc, la décision de la HAC tend à nous dire que bon, comme tes deux partenaires ne sont pas là, c'est toi seul qui sera là pour nous déranger, allez, on va les rejoindre pour nous laisser. Et on va faire tout ce que tu as vu et s'enchaîner. Après, le mois d'avril a été riche en rebondissements, en voies de fait politique, etc. Et donc, bon, on vous dit allez vous reposer. Mais c'est-à-dire que, tu sais, excuse-moi, mais ça me rappelle un peu la posture du capitaine Domato que nous avons connu dans ce feuilleton célèbre ce feuilleton célèbre Isaura, ce feuilleton brésilien que nous avons connu dans les années, je crois, 87, 88, comme ça. Le capitaine Domato, vous voyez, la règne avec laquelle le capitaine Domato traitait ses amis. C'est regrettable, mais bon, sur l'institution du blanc, pour seul contremaître qu'il est, ben, il flagellait ses amis jusqu'à rompre lui-même ses phalanges, juste pour plaire. Mais bon, je souhaiterais qu'on rebondisse et que nous, comme un peu Laurent Gbagbo le dit, que quand le nègre passe, qu'on sente qu'un homme passe, hein, qu'on se donne une personnalité. Ça, ce n'est contre personne. Et quand je veux le garder, ce n'est contre personne, mais c'est pour nous-mêmes, quoi. Il faut qu'on puisse être digne de nous et dire que le blanc sache que on peut lui dire non. Oui, et le blanc aime ça. Le blanc aime ceux qui sont courageux. On va rester avec vous pour parler de la crise liée à la pandémie, avec l'urgence sanitaire mondiale. Aujourd'hui, les chiffres, le taux de cas de contamination, des contaminés, ça augmente de jour en jour, mais ça fait grincer les dents, ça fait peur. Et chaque jour, de nouveaux cas. Oui, mais quand vous voyez le nombre de contaminés, quand vous voyez les statistiques qu'on vous donne tous les jours, il y a au moins 75% des nouveaux contaminés qu'on nomme voyageurs ou cas contact de quelqu'un qui est revenu d'un voyage. Pourtant, on nous a déclaré depuis le 19 mars que les frontières sont fermées. Les frontières sont fermées, oui ou non? Les frontières sont fermées, oui ou non? Comment est-ce que la majorité de ceux qui amènent le virus sont des voyageurs, c'est déjà qui viennent de l'extérieur? Hein? Est-ce qu'il y a vraiment un réel contrôle à nos frontières? Et l'autre catégorie, on peut dire des cas contacts. On dit des cas contacts, ça veut dire que quand la personne même est revenue, on ne l'a même pas suivi. La preuve, nous on était à l'intérieur du pays quand on a déclaré des cas suspects à Djengre et l'équipe est allée faire le prélèvement. Nous leur avons demandé le soir quel a été le résultat. Il dit non, que le résultat c'est 2-3 jours. Pendant ces 2-3 jours, qui contrôle ces gens-là? Qui les contrôle? Que non, il y a des consignes qui ont été données, ils sont mis en quarantaine. Quand vous dites quarantaine, en fait, le mode opératoire c'est quoi? Dans le concret, c'est quoi? Mais quelques jours après, on a appris que non, qu'il y a eu des cas à Sotobois. À Djengre, qui est à près de 10 km de Sotobois, il y a eu des cas à Sotobois. Mais ça veut dire que, la rapidité même pour faire les textes, ça pose problème. Et le contrôle, le temps que le résultat du texte sorte, le contrôle de ces cas qu'on a détectés, leur surveillance est laissée à l'air libre. On a vu des cas à Lomé où un jeune qui est revenu de l'Europe, etc. D'abord, il y a la vague de ceux qui sont revenus de l'Europe qui ont contaminé beaucoup.
Et ceux-là maintenant qui viennent des pays limitrophes qui contaminent également beaucoup. Et c'est ce qui fait que le cas, comment l'appelle-t-on, le taux de prévalence a flambé ces derniers moments. Maintenant, quelle est la gestion qui est faite? On va en parler. Parce qu'en écoutant les autorités, on a l'impression qu'on jette du discrédit sur le pays voisin, Ghana qui a repris les activités. Donc, on a dit que ce sont des Togolais qui reviennent de Ghana parce qu'il y a un certain déconfinement au Ghana. Et donc, c'est un facteur qui explique le taux de contamination au Togo. Ça peut être un élément, mais ça ne peut pas justifier ce retour, ou le supposé retour des Togolais du Ghana ou du Bénin, ne peut pas justifier l'ampleur de la propagation actuelle. Il faut faire attention à ne pas stigmatiser les autres pays voisins. Nous avons des frontières qui sont assez poreuses, et je vais essayer de le décrire tout à l'heure. Surtout nos frontières terrestres, il suffit de passer vers, je ne sais pas quoi, Mouepé, ou c'est pas jusqu'à Palimé, Taï, d'aller un peu vers le nord, il faut donner 500 francs militaires pour passer. Donc, où les gens ont des voies détournées avec des motos, ils peuvent rentrer au pays. Nous n'avons pas des frontières hermétiques. Donc, nos frontières sont très poreuses. Donc, il est fort possible que, avec le déconfinement dans les autres pays, les gens ont envie de retrouver leur famille, donc les gens reviennent au Togo, peut-être avec la maladie. Ouais. Maintenant, quelle est la gestion qui en est faite? Bon, tous nous savons que le Covid-19 a mis à rude épreuve nos structures sanitaires. Nous avons passé tout notre temps dans ce pays à décrire l'état calamiteux et désastreux de nos hôpitaux qui manquent de presque tout. Mais il y a des gens, même dans le régime, qui nous ont insultés. On dit oui, mais vous exagérez, le gouvernement fait des efforts. Et nous avons chaque fois répondu qu'un gouvernement n'est pas amené à faire des efforts. Un gouvernement, la population, le peuple met des moyens à disposition d'un groupe d'individus. On attend des résultats. Donc on n'attend pas d'un gouvernement des efforts. C'est pour ça que le gouvernement vote la loi de finances. C'est qu'au bout de la loi de finances, vous devez avoir des résultats. C'est ça. Et donc, nous avons décrit dans ce pays les conditions, nos hôpitaux, l'état calamiteux. Nous avons pris des images, nous avons passé des images choquantes. Mais les gens dans ce pays qui ont qui sont souvent habitués à récuser même la réalité, on dit oui, tout se passe bien, les journalistes exagèrent et tout. Voilà, aujourd'hui, on se retrouve en face d'une situation inattendue, parce qu'en fait, l'histoire du Covid-19 n'a prévenu personne, c'est arrivé comme ça. Et on se retrouve sans structure. Alors, les premiers jours ont été des jonglages. Vous savez, on a essayé de jongler, de faire du jonglage. Petit à petit, problème, on ne sait pas où est-ce qu'il fallait créer le centre qui devait abriter les gens. On avait pensé au départ au CHR Campus, et puis après on est allé au CHR de Lomé. On a dégagé les malades là-bas, Manu Militari. On a essayé de mettre quelques lits, mais il n'y avait personne, il n'y avait pas de sécurité. Et puis après, nous avons dénoncé tout ça. Et vous avez vu aussi le cafouillage qui a eu lieu dans la commande du matériel. Quand il fallait commander les respirateurs, on a débloqué plusieurs centaines de millions à certains individus qui sont allés commander des appareils qu'on appelle apnée de sommeil. Ça permet en fait aux gens de dormir. Ce n'est pas des respirateurs. Il a fallu faire une deuxième commande pour acheter les vrais respirateurs. Bon, ailleurs, dans un autre pays africain, on a déjà arrêté le ministre de la Santé pour des malversations dans la commande des respirateurs. Ici, ceux qui ont débloqué l'argent pour aller acheter des faux appareils à la place des respirateurs, personne ne les connaît. On n'a rien fait à personne. Cet argent-là, c'est passé pour perdre des profits. Donc aujourd'hui, nous en sommes à un décompte, je ne dirais pas macabre, mais à un décompte chaque jour alarmant pour dire voilà, le virus est en train de se propager. Mais moi, après plusieurs semaines d'observation, moi je pense qu'on n'a plus à céder à la panique. À moins que des gens ont des intérêts cachés derrière cette affaire de la maladie. Parce que nous devons apprendre à vivre avec le virus, parce que le virus est là pour longtemps, comme les gens ont appris à vivre avec le sida et d'autres maladies. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que dans nos pays où nous avons des économies qui sont à 80% informelles, c'est difficile d'arrêter les activités économiques, c'est difficile d'empêcher les gens de travailler parce qu'on veut confiner les gens, on veut éviter la propagation de la maladie.
Vous avez vu tous ceux qui vivent de l'économie nocturne, aujourd'hui ils sont en faillite, totalement. Des gens ont été renvoyés de leur boulot. Et c'est la pauvreté qui est en train de se propager. Pendant ce temps, nous n'avons pas l'assurance qu'on a maîtrisé la propagation du virus. Chaque jour, on nous dit telle localité vient d'être atteinte, telle localité vient d'être atteinte. Donc, à un moment donné, il faut imposer les mesures barrières, être assez rigoureux sur le port des masques, mais ouvrir le pays pour que les activités reprennent. Sinon, derrière la maladie du virus, il y aura un drame, et là ce sera un drame purement économique et social. Parce que je suis d'accord que pour les écoles, la réouverture des écoles, ça va être difficile parce que dans nos pays, nous avons des classes qui sont à 150 élèves. Nous avons des classes qui sont à 100 élèves. En plein Lomé. Oui, en plein Lomé. Nous avons des classes qui sont à 150 élèves, 100 élèves dans une classe. Parfois, il n'y a même plus d'allées pour que le professeur se promène dans la classe. Le professeur est juste au niveau du tableau, il va à gauche, il va à droite. Alors, il faut trouver un mécanisme pour aérer les classes. Soit certains vont aller au cours le matin, d'autres vont aller au cours l'après-midi. En ce moment donné, les enseignants vont demander des primes pour les heures supplémentaires. Est-ce que l'État est prêt à engager des primes? Donc c'est à ce niveau qu'on peut avoir une certaine inquiétude à cause du nombre pléthorique des élèves dans les classes. Sinon, moi je pense que là où on est arrivé, il faut prendre des mesures d'allègement au niveau de la population pour que les activités reprennent, pour que les gens puissent souffler un peu, parce que là, les gens sont vraiment atteints. Quelle garantie pour une réouverture des activités normales? Donc la garantie pour une réouverture des activités, c'est qu'il faut renouer avec la rigueur. Il faut sur la rigueur. Par exemple, moi je ne comprends pas que à côté on parle de relations bilatérales, de bonnes relations avec nous. La Côte d'Ivoire a commandé près de 400 millions d'exemplaires effectivement de cash, de bavettes et de gel, etc., parce qu'ils savent que non, nous avons des économies fragiles. Et le Bénin a dit, produisez. Le gouvernement a commandé une partie, il a encouragé les producteurs locaux à en produire, et la rigueur, la discipline est revenue, enfin dans les habitudes, ils ont renoué ils ont choisi la discipline, la rigueur pour cantonner. La preuve c'est que le Bénin n'a jamais fait de confinement total, mais le Bénin n'a jamais imposé de couvre-feu total, mais le Bénin ne se plaît pas. Mais pourquoi au Togo ça patine? Pourquoi il y a autant de morts, et puis le taux de contamination a flambé? Mais ça veut dire que quelque part celui-là qui est chargé de nous protéger a péché. Soit on commande, mais on ne va pas nous dire que c'est les moyens qui manquent pour qu'on commande assez de masques et qu'on encourage les gens à le faire. Ça veut dire que le peu de fonds même qu'on a confié et que certains partenaires ont confié à des groupes constitués pour offrir des masques, enfin pour les aider au renforcement des mesures barrières, ces fonds ont été détournés au vu de tout le monde, et quand tu en parles, on se plaint. Et quand ça veut dire que quand tu veux juste dire ce qui ne va pas, même les plus valeureux, même les plus vertueux, même les hommes qui sont au vont t'en vouloir. Mais l'autre réalité, c'est ce paradoxe auquel j'assiste, où en quoi est-ce que le fait d'avoir imposé le couvre-feu du 1er avril jusqu'à ce jour a fait reculer la pandémie? C'est-à-dire, en quoi est-ce que le couvre-feu a fait reculer la pandémie? Plutôt, ça a flambé. Ça veut dire que ce n'est pas une solution. On a choisi d'étouffer certains. On a l'impression qu'il y a une gestion politique. Il y a une gestion politique de cette crise-là, et on en voulait à certains, parce qu'on sait que ceux qui sont de l'économie formelle sont les plus frustrés, les plus lésés. C'est eux qui auront à parler après au lendemain des élections, etc. Ok, pandémie Covid-19 est là, on profite pour les étouffer un peu. Mais on a plus fait mal que d'apporter des solutions. Et le paradoxe, je vais chuter là, est que quand nous avions dénoncé chaque fois l'état délabreux du système sanitaire au Togo, on nous a critiqué, on a traité de tous les noms d'oiseaux, mais on trouve paradoxal que c'est maintenant, pour ce mandat, on met ce mandat sous le sceau de quoi? Du chantier sanitaire que le chef d'État va réaliser, et c'est au même moment que finalement les premiers briques commencent par sortir pour le fameux hôpital Saint-Pélégrin qui a sommeillé, qui a été dans la boue, et c'est en pleine saison pluvieuse
qu'on accélère le chantier, on accélère. Non, ça veut dire que le Togo est géré de façon, excusez-moi, mais à la limite de façon désinvolte. Où tout le monde sait qu'on ne rend compte à personne, parce que lui-même, celui à qui je vais rendre compte, il est corrompu, à sa tête, l'autre est corrompu, et puis jusqu'au dernier niveau, donc on n'a rien à foutre. Et voilà, c'est de la même façon également le Covid est géré. Sinon, comment comprendre que des millions, des centaines de millions étaient mis à la disposition de quelqu'un qui livre des appareils qui ne répondent en rien à ce qu'on demande et on ne lui dit rien. Mais au même moment, il faut éviter une fixation sur le système sanitaire dégradant au Togo, parce que dans les pays où les structures sanitaires sont en avance sur le Togo, eux ils sont confrontés à cette pandémie. Non, ce n'est pas le même problème. C'est pas le même problème. Dans les autres pays, oui, c'est qu'ils sont débordés. Oui. Vous ne pouvez pas comparer ce qui se passe aux États-Unis, en France, en Italie. Ouais. On n'a pas parlé du manque de respirateurs, par exemple, dans les hôpitaux en Allemagne, en Italie ou en France. Ici, avant la pandémie, il n'y avait même pas de respirateurs. Les gens ne savaient même pas ce que c'est. Il n'y avait pas de respirateurs. Il y avait des trucs de réanimation, des appareils de réanimation. Des bouteilles de gaz qui sont effectivement comme des obus de Deuxième Guerre mondiale, qu'on utilisait la moelle, les bouteilles là, qui sont comme ça, qu'on utilise dans les hôpitaux. C'était des choses comme ça, archaïques qu'il y avait dans les salles de réanimation. Donc personne ne parlait de respirateurs. C'est vrai que deux ou trois cliniques avaient quelques appareils, mais il n'y avait pas de respirateurs. Et donc, en Europe ou aux États-Unis, personne ne se plaint du matériel, mais on se plaint des dégâts parce que les hôpitaux sont débordés. Parce qu'on n'a pas la même pyramide des âges également. Il y a tellement de malades, vous voyez. Mais ici, il n'y a rien. Nous devons même remercier le ciel que nous avons une capacité de résilience terrible en Afrique et que l'hécatombe qui a été annoncée par tous les oiseaux de mauvaise augure, OMS, tout ça, n'a rien produit. Vous voyez, parce que nous-mêmes, notre corps, tout ça a une capacité d'adaptation terrible, vous voyez. Et donc, le problème ici, c'est qu'il n'y avait rien. C'est quand la maladie est arrivée, c'est comme on dit, la guerre a commencé, il fallait acheter les fusils. C'est quand la maladie est arrivée que, bon, on dit, on débloque 400 milliards, tout le monde veut acheter les fusils. Les gens qui ne savent même pas ce que les fusils, sur à quoi les fusils vont servir, ça dit, on dit, bon, la guerre a commencé, pour ceux qui connaissent un peu l'armée, on dit, bon, on va acheter les Kalachnikov, d'autres on va acheter les AK-47, d'autres on va acheter ceci. Donc, il y a certains qui ont dit, bon, on va aller acheter les poignards, on va aller acheter ceci. Et alors que, bon, la guerre qui est arrivée là, il faut une arme spécifique pour la combattre. Donc, quand on a débloqué l'argent, certains ont pris l'argent pour aller acheter ce qui n'est pas indiqué pour combattre la maladie. Oui, parce qu'ils ne se connaissent pas. C'est de ça qu'on parle, vous voyez. Et donc, aujourd'hui, nos capacités d'accueil dans nos hôpitaux sont catastrophiques. Vous avez vu les cas dans lesquels le personnel médical est en train de travailler aujourd'hui. Normalement, on devait fournir le matériel à tous les hôpitaux et centres de santé, sans exception. Parce que c'est le premier port d'entrée de la maladie. Quand quelqu'un est malade, même s'il a le palu, il va au CMS de Togoin ou au CMS d'Agitogomé. Si c'est le coronavirus qui est caché dans le palu, dès qu'il arrive, ceux qui l'accueillent premièrement n'ont pas les moyens de protection. Donc eux, ils le soignent le palu. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que ce n'est pas le palu qu'il a. Le personnel médical est déjà contaminé. Oui, un peu comme la dame là qui a contaminé. Oui, donc c'est ça. Donc normalement, tout ce que l'État fait actuellement, c'est de commander les blouses imperméables, tout le matériel de protection à tous les hôpitaux et les centres de santé sur l'ensemble du territoire. Parce que c'est les premiers portes d'entrée de la maladie. Et ça permet de protéger le personnel médical, vous voyez. Maintenant, derrière cette histoire de coronavirus, il y a tout un business parce que c'est de l'argent. Quand vous avez vu aujourd'hui, plus personne ne fait rien au Togo, ou peut-être même en Afrique, à part vendre les masques, vendre les gels. Les gens qui avaient d'autres activités ont abandonné toutes ces activités. Les gens ont changé de domaine d'activité. Tout ce qu'on appelle ici les opérateurs économiques qui sont proches du pouvoir, ils ont commencé par commander des masques depuis la Chine pour vendre aux pharmacies. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez lu ce rapport de la BCAO, un cadre de la BCAO s'inquiétait que la maladie du coronavirus va être un prétexte pour détourner de l'argent et que les gens commencent à déplacer des fonds vers des paradis fiscaux. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis il y a d'autres intérêts qui sont liés à ça. Vous savez que les 400 milliards dont on a parlé au Togo, il y a beaucoup d'argent qui sont débloqués pour des activités que les gens ne connaissent pas. Il y a l'histoire de Novici. La manière dont c'est géré, est-ce que on vous rend compte? Personne ne sait comment c'est géré. Il y a les histoires des primes à payer
aux médecins qui créent des problèmes au niveau de la prise en charge. Il y a aussi cette histoire des primes à payer aux soldats qui font le couvre-feu. Les gens oublient qu'on paye. Les 5 000 hommes de la force Covid 2019. C'est les 5 000 hommes déclarés. Est-ce que c'est vraiment 5 000 déclarés? Ils sont payés 5 000 francs par jour. 5 000 francs par jour fois 5 000. Vous êtes moyennement vers la fin du mois autour de 700 millions. C'est comme ça. Ils sont payés 5 000 francs par jour. Donc vous avez 3 unités. La police, la gendarmerie et l'armée. Et donc, quand on débloque l'argent, parce que ce sont les 3 unités qui composent la force Covid, la police fournit un nombre, la gendarmerie fournit un nombre et l'armée fournit un nombre. Donc, l'argent pour les primes est donné à chaque chef corps pour payer ces éléments. Mais c'est la gestion de cet argent qui a créé des problèmes. Oui. Attends que je finisse. C'est ça qui a fait que, et ça on ne l'a pas dit, on ne l'a pas suffisamment dit, c'est ça qui a fait qu'on a été obligé de changer le directeur de la police. Les gens ont spéculé, mais c'était d'abord la première raison. Les bavures n'étaient que la partie visible de l'iceberg. Parce que lorsqu'on a débloqué les 700 millions pour ces unités-là, et que chaque soldat devait prendre 5 000 francs, dans certaines compagnies, on a commencé par payer 2 000, certains ont payé 3 000, d'autres ont payé 2 500. Et donc, les militaires, ils ont commencé par être furieux. Ils ont commencé à déverser leur colère sur les civils. C'est ce qui s'est passé en fait. C'est ce qui s'est passé. Ok. Donc, oui, Ferdinand. Voilà les intérêts, en fait, voilà les intérêts en fait qui sont cachés derrière cette affaire de coronavirus. C'est-à-dire que tant que la maladie sera au pays ici, on va débloquer l'argent pour nos ici, on va débloquer l'argent pour acheter les masques, on va débloquer l'argent pour acheter les respirateurs, on va débloquer l'argent pour le couvre-feu avec les militaires. Et tout ça, il y a derrière des détournements. Oui, mais on va finir avec nous. c'est-à-dire que c'est une vache à lait que les gens ont saisi et ils entretiennent. Parce que ils ont intérêt à ce que mais il faut demander où sont passés où sont passés tout ce que les lots que Jack Ma a offert. Au point que les agents de santé étaient obligés de se plaindre des masques. J'apporte de l'eau à ton boulot avant que tu le continues. Et ça, on a eu l'information dans le domaine médical. Lorsqu'on a mis le matériel à disposition. Oui, justement, c'est de ça que j'allais parler. Le matériel de ce chinois à disposition. Il y a quelqu'un qu'on a nommé à la présidence comme coordonnateur. Effectivement. Qui ne connaît pas grand-chose du milieu médical. Alors, il appelle les structures hospitalières, dit bon, venez à Lomé avec les voitures pour chercher le matériel. À Takpamé, Palimé, Anéron, Espoir, Lomé. Les gens viennent, on leur donne 3 cartons de masques, les cartons de 50. De 50 là. Ils viennent avec les 4 casques depuis Atapamé. On leur donne 10 paquets de gel, on leur donne. Oui, c'est-à-dire qu'on leur donne au bout du doigt. C'est-à-dire qu'on leur donne comme à compte-gouttes. À compte-gouttes. Et c'est la pénurie. Bon, si c'est fini, il faut revenir prendre. Alors que le matériel est stocké dans un magasin. Alors, les enseignants, qui sont les médecins, les professeurs agrégés, qui sont dans cette cellule-là, au lieu de parler à cette personne que c'est pas comme ça qu'on gère le matériel médical, parce que le matériel médical doit être en permanence dans les hôpitaux, c'est parce que celui qui est à la tête de cette coordination a tellement une personnalité forte, tout le monde le crée que personne n'a voulu lui dire quoi que ce soit. Oui, mais attends. Les hôpitaux sont arrivés à rupture et la maladie mais tu sais, Ferdinand, nul n'est censé ignorer qu'à la présidence, plus tu es nuisible, plus tu as la capacité de nuisance efficace, mais plus tu es craint et c'est comme ça que tu demeures autour du chef de l'État. Joël, on a des professeurs, médecins, c'est eux qui sont habilités à diriger. Oui, mais attends, laisse-moi, justement, est-ce que nous avons passé notre temps à construire des hommes? Mais that's the question. Parce que le fascicule que l'université a fait sortir tout dernièrement, mais quand tu t'approches de ce cercle-là, on vous dit que ce n'est pas que les médecins, les professeurs ne connaissaient pas, n'étaient pas capables. On pouvait même sortir une solution pour les Togolais avant même le Covid organique que le Madagascar a créé. Et on rappelle que le Togo a reçu un échantillon. Oui, mais attendez, ils avaient la solution, mais les gens sont tellement inféodés aux organismes internationaux, à la France et autres là, que ils avaient la solution, mais les gens ont bloqué. C'est-à-dire que ceux qui sont à la base, ceux qui sont à cheval entre la médecine moderne et la tradition thérapeute, avaient proposé la solution depuis.
Mais quand on nous dit aujourd'hui sur les réseaux sociaux que l'université se prépare à trouver également une solution togolaise, mais les solutions étaient là depuis. Et dans cette histoire même, le fait que la suspension de nos journaux a profité au système parce que ils avaient peur ils avaient peur qu'on en parle, qu'on dénonce très très tôt. Raison pour laquelle on a tout fait pour dire ok, vous restez au silence et les gens se faisaient. Ça veut dire que les gens entretiennent le Covid en fait. Au Togo, on entretient le Covid parce que quand on voit tout ce que les gens ont détourné dans cette histoire de couvre-feu, quand on voit le mal qu'on fait avec avec la suspension des activités de ceux qui sont dans l'informel, etc. En fait, les gens entretiennent le Covid pour mieux affamer et avoir les gens à leur solde et ils se sucrent. Et ça, par exemple, ça a précipité même le décaissement de l'argent pour ce fameux hôpital de Saint-Pérégrine où les choses ont été passées presque gré à gré. Presque gré à gré, c'est-à-dire rien à circuler, rien à signaler. C'est le Covid, il y a urgence. Et donc, il y a des milliards qui circulent comme ça. Et, bon, tu veux me laisser terminer. Pendant qu'on entretenait, on donnait à compte-gouttes les bavettes et autres là aux agents de santé, on sanctionnait certains parce qu'ils ont réclamé juste ce qui leur revenait. Nous oublions que le temps d'incubation du virus, c'est 14 jours. C'est-à-dire que de leur relâchement, le virus s'est propagé dans la population. De leur relâchement, le virus s'est propagé. Donc, on ne soit pas étonné qu'on enregistre aujourd'hui, en 2-3 jours, 50, 30 cas, etc. Aujourd'hui, on est à 381 cas confirmés. Pour conclure cette première partie, moi je dirais juste que le Covid-19, c'est aujourd'hui, au fait, a joué un billard à plusieurs bandes. Les gens font du Covid d'une pierre plusieurs coups. C'est-à-dire, ça sert d'abord d'instrument à étouffer les contestations politiques. Effectivement. Tout le couvre-feu qui va être maintenu le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Pour que les gens ne s'organisent pas. L'état d'urgence, c'est 3 mois. Oui, c'est ça. Peut-être renouvelable pour que les gens ne contestent pas le régime. Oui, mais et 3 mois, on l'a déjà annoncé. Il a déjà annoncé qu'après le 2 juillet, on pourra rallonger. Ça permet à tous les détourneurs, c'est un tremplin pour tous les détourneurs, tout le monde, les gens qui avaient d'autres activités ont changé maintenant comment on appelle ça, d'activité. En temps, les vendeurs de journaux sont convertis en vendeurs de bavettes. Vous voyez, les gens ont changé d'activité. Et puis ensuite, ça permet aussi de déployer un système pour quadriller le pays. Donc, je pense qu'à un moment donné, et ce que nous disons, ça revient aussi à la classe politique. À un moment donné, il faut que la classe politique, s'il y en a encore dans ce pays, demande par exemple au gouvernant de faire l'état de lieu de la gestion du Covid jusqu'à maintenant, pour aller vers le déconfinement. Parce que, comme je viens de le démontrer, nous devons apprendre à vivre avec le virus en restant rigoureux, et que les activités reprennent, et que les gens reprennent les activités. Dans tous les autres pays, les gens ont commencé par travailler. Et nous qui avons une économie fragile, qui vivons difficilement, qui avons une économie informelle où c'est ce que tu fais par jour et que tu manges, on oblige les gens à rester à la maison. Vous avez vu tous ceux qui dépendent. À Lomé, il y a 25 000 bars. Comptez. 25 000 débits de boissons, comptez. Depuis les histoires de Covid-19, tous ces bars ont fermé. Ça veut dire que tous ceux qui travaillent dans ces bars sont au chômage. Vous avez vu les sociétés de la zone franche qui ont commencé par licencier les gens. Le TP3 ou comment vous appelez, est fermé depuis. Tous ceux qui vivent de cette activité sont à la maison. Oui, mais et donc, à un moment donné, c'est eux qui alimentent la contestation politique. Oui, donc à un moment donné, il faut arrêter tout ça. Parce qu'il y a certains qui ont trouvé de l'argent quelque part, ils veulent détourner cet argent, ils ont intérêt à ce que, les choses en restent là pour justifier ce détournement. Je pense qu'il faut qu'on évolue avec cette histoire de je crois que le parti avait sorti une déclaration pour demander au gouvernement l'état des lieux de la gestion de cette pandémie. On va marquer une première pause pour se retrouver dans la deuxième partie de cette émission. Restez avec nous. Dans la deuxième partie, on va certainement aborder ces bavures policières. C'est toujours lié au Covid-19. On va y revenir.